C'est l'une des affaires criminelles les plus étranges que le Canada ait jamais connues. Une tomate écrasée et le reflet d'un flash sur un verre de lunettes sont les deux seuls indices dont dispose la police. Mais cela sera-t-il suffisant pour identifier le meurtrier? Une enseignante disparaît mystérieusement. Est-elle partie en vacances, sans prévenir personne? Ou a-t-elle été enlevée? La médecine légale permettra-t-elle de lever le voile sur cette étrange affaire? Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. La nuit est tombée et les éclairs d'un violent orage déchirent le ciel. Une jeune femme rentre seule chez elle après avoir passé la soirée avec des amis. La chaleur est accablante, si bien qu'elle entrouvre la fenêtre de la cuisine. Puis, elle éteint les lumières et se met au lit. Elle ignore naturellement que les rêves qui pourraient venir la hanter n'atteindront jamais l'horreur du cauchemar bien réel qu'elle s'apprête à vivre. Le soir du 19 juin 1999, un orage se déchaîne sur la ville de Collingwood, dans l'Ontario. Mais il en faut plus pour empêcher Debbie Timlock, 32 ans, d'aller faire un tour dehors. C'était une jeune femme dynamique qui adorait faire du ski nautique. J'avais un bateau à voile amarré dans le port et elle aimait beaucoup partir en mer. Elle aimait la compagnie de ses amis. Debbie est mère célibataire et a laissé sa fille de 6 ans chez ses parents pour la nuit. Elle était sortie avec quelques amis. Elles sont allées passer la soirée au restaurant et en sont parties assez tard. Avant de se quitter, elles se sont dit au revoir sur le parking de l'établissement. D'après ses amis, Debbie part seule et rentre directement chez elle. À 3h25 du matin, elle appelle les secours et déclare qu'elle vient de se faire agresser. Elle leur a dit qu'on venait de l'agresser. Je ne pense pas qu'elle se rendait vraiment compte de son état. Elle était à peine consciente. Mais la police arrive trop tard. Lorsque je suis entré dans l'appartement, j'ai vu une femme nue qui gisait sur le dos, juste à côté du canapé. Elle avait le bras gauche tendu, avec le combiné du téléphone juste à côté. Il y avait du sang partout sur le sol. Ça a été un vrai choc. C'est une petite ville ici, on s'attend à tout sauf à ce genre de choses. Les enquêteurs suivent les traces de sang dans l'entrée et découvrent une paire de lunettes et une chaussure à talons, toutes deux couvertes de sang. Quand on est entré dans la chambre de la victime, on a vu qu'il y avait du sang partout. Il y en avait sur le waterbed, sur les vêtements, les draps, et même sur une couette qui traînait sur le lit ou par terre, je ne me souviens plus. Des taches et des éclaboussures de sang étaient bien visibles sur la tête de lit. Les inspecteurs repèrent des signes d'effraction dans la cuisine. La cuisine était sans dessus-dessous. De toute évidence, l'agresseur était passé par la fenêtre parce que l'appartement de Debbie se trouvait au rez-de-chaussée. Et au passage, il avait fait tomber de la vaisselle. La fenêtre de la cuisine est à moitié cachée par des plantes. Par terre, les enquêteurs remarquent une tomate écrasée. Debbie Timlock avait mis une tomate à mûrir sur le rebord de sa fenêtre et il est probable que le meurtrier l'ait fait tomber en essayant de pousser le store pour entrer dans l'appartement. En y regardant de plus près, on a tout de suite remarqué qu'il y avait une empreinte de chaussure sur la tomate. Ils la prennent en photo et la mettent ensuite dans le réfrigérateur de Debbie pour éviter qu'elle pourrisse. La police ne trouve aucune empreinte digitale suspecte dans l'appartement et aucun objet de valeur n'a été volé. Reste maintenant à découvrir qui pouvait en vouloir à ce point à Debbie. Et la réponse va soulever beaucoup d'incertitudes. Durant l'autopsie, le médecin légiste découvre que Debbie a été violée et poignardée à plusieurs reprises. C'est un coup de couteau au cœur qui l'a tuée. Le légiste a aussi trouvé une autre blessure au dos qui lui a sectionné la moelle épinière.
Le médecin en conclut qu'elle a été paralysée des jambes et qu'elle a donc dû ramper pour atteindre le téléphone afin d'appeler les secours. À mon avis, lorsque le secouriste lui a dit « l'ambulance est en chemin », elle a simplement répondu « merci » et elle est morte juste après. Très tôt dans leur enquête, les enquêteurs vont avoir l'occasion de suivre une piste intéressante. 4 ans plus tôt, Debbie avait vécu avec Ron Osborne, un homme connu pour avoir trempé dans un trafic de drogue. Cette année-là, 10 personnes ont été mises en examen pour avoir tenté de faire passer de la drogue entre les États-Unis et le Canada. À cette époque, la police parvient à faire tomber Osborne pour avoir transporté de la drogue par bateau entre la Jamaïque et la Floride. Et lors du procès, le procureur a su convaincre Debbie de témoigner contre lui. Elle a témoigné que Ron Osborne lui avait confié avoir passé 2 mois sur un bateau. C'est dans ce bateau que les autorités ont ensuite trouvé la drogue entreposée dans la cale. Seul problème, Osborne se trouvait en prison au moment des faits. La police va donc vérifier l'emploi du temps de ses complices dans l'affaire de drogue. On a relu toutes les transcriptions de l'affaire et tous les interrogatoires que nos collègues avaient conduits pendant l'enquête pour savoir qui avait été incarcéré ou non, et sinon pour vérifier leur emploi du temps. Ils ont conclu que cette affaire n'a aucun lien avec le meurtre. Pour nous, ça n'avait aucun sens que son meurtre soit lié à ce trafic de drogue parce qu'elle y avait joué un rôle très limité et que ça ne méritait pas que quelqu'un ait voulu se venger. Debbie Timlock, une jeune mère célibataire, a été massacrée dans son appartement. Son agresseur l'a lardé de coups de couteau après l'avoir violée. S'agit-il d'un rôdeur qui l'aurait suivie et aurait attendu qu'elle soit endormie pour se glisser dans son appartement? Ou l'assassin fait-il partie de son entourage? Les statistiques de la police canadienne indiquent que la criminalité conjugale ou impliquant un ex-mari ou un amant représente 1 cas sur 5 des sévices physiques perpétrés à l'encontre des femmes. Sachant cela, les enquêteurs s'intéressent aux anciens compagnons de Debbie Timlock. Dans un premier temps, ils disculpent Ron Osborne, un narcotrafiquant emprisonné au moment des faits. Pour autant, l'ex-mari et père de la fille de la jeune femme pourrait-il être impliqué dans son agression? Comme dans beaucoup d'affaires de ce genre, la police s'intéresse également à l'ex-mari de la victime. Le couple est divorcé depuis 4 ans et se partage la garde de leur fille de 6 ans. C'était un gars plutôt correct. Ça n'avait pas marché entre eux, rien de plus. Un divorce à l'amiable. Les 2 parties s'étaient séparées en bons termes et chacun avait poursuivi sa route de son côté. D'ailleurs, on a pu confirmer que l'ex-mari était chez lui cette nuit-là. La police se concentre donc sur les indices laissés sur la scène de crime. Une paire de lunettes et une empreinte de chaussure sur une tomate. On a tout de suite vu qu'il y avait une empreinte sur cette tomate. C'était clairement un dessin à chevron. En examinant les clichés, les techniciens se rendent compte que le flash a créé des ombres distinctes. On s'est aperçu qu'en plus des chevrons, il y avait une autre trace, un autre détail. C'était une sorte de S qui serpentait à travers les chevrons. Les inspecteurs s'intéressent ensuite aux lunettes. Elles sont couvertes du sang de Debbie. Voilà ce qu'ils vont en déduire. Les 2 branches étaient repliées, ce qui nous a fait dire que les lunettes étaient sûrement tombées de la poche de quelqu'un. Debbie s'était traînée de la chambre jusqu'au téléphone et elle avait rampé sur ses lunettes. Debbie ne portant pas de lunettes, la police suppose donc qu'elles appartiennent au tueur. Ce ne sont pas des lunettes de marque et les verres s'imbriquent mal dans la monture. Le haut des verres et la monture métallique ne s'imbriquaient pas bien, ce qui donnait l'impression que les verres étaient complètement de travers.
À première vue, les lunettes sont loin d'être neuves. De plus, les deux verres ne font pas la même taille. On aurait quasiment dit que les verres avaient été rabotés et que du coup, ils avaient une forme différente. C'était un détail très étrange. C'est alors qu'une nouvelle piste s'offre aux enquêteurs. Ils apprennent que l'ancien voisin de Debbie se nomme James Brown, un athlète de 23 ans qui fut un temps pressenti pour participer aux Jeux Olympiques. Il se débrouillait bien en lutte. Et il était même parti au Japon, où il espérait avoir plus de succès, et même aller jusqu'aux Jeux Olympiques. Debbie a confié à ses amis que James lui avait fait des avances. Il avait un casier. Il avait été en prison à plusieurs reprises pour différentes raisons. Agression, vol et vol avec effraction. C'est pour ça qu'on l'a très vite mis sur la liste des suspects. Il avait fait quelques séjours en prison, mais jamais plus de 3 mois. Mais lors de son interrogatoire, il nie toute implication dans le meurtre et raconte qu'il n'était pas en ville le soir du crime. Il nous a raconté qu'on l'avait agressé, puis assommé dans sa chambre d'hôtel, et qu'il s'était réveillé beaucoup plus tard au bord de la route, à plusieurs kilomètres de là. James a le visage griffé, mais prétend que ses blessures proviennent de l'agression. Au vu de sa corpulence, les enquêteurs ont du mal à y croire. C'était un mastodonte qui faisait un bon 1,90 m, plus de 150 kilos, des épaules de déménageur, des mains de géant. Les enquêteurs remarquent autre chose. Sur les photos de ses précédentes arrestations, il porte des lunettes. Dans l'affaire du meurtre de Debbie Timlock, le principal suspect n'est autre qu'un de ses anciens voisins, James Brown. Il a déjà fait de la prison. Durant l'interrogatoire, il ne porte pas de lunettes, bien qu'il admette en mettre pour lire. Malheureusement, il les a perdues. Les enquêteurs profitent de l'occasion pour tenter de relier Brown aux lunettes trouvées sur la scène de crime. Ils nettoient le sang de Debbie et demandent à l'un de leurs officiers d'endosser le rôle d'une infirmière pour qu'elle les lui remette. Dites-nous simplement si ce sont les vôtres. Non, elles ne sont pas à moi. Il a senti le piège. Il a regardé les lunettes et nous a dit qu'elles n'étaient pas à lui. Ça ne voulait pas dire que ce n'étaient pas les siennes, mais simplement que nous n'avions pas pu établir le lien. James Brown, un lutteur de haut niveau, voisin de Debbie Timlock, retient l'attention des enquêteurs. Par le passé, il a fait en vain des avances à la jeune femme. Par ailleurs, son visage est couvert d'égratignures et l'explication qu'il fournit aux policiers ne les convainc pas. Mais pour transformer des suspicions en accusations, les enquêteurs doivent produire des preuves matérielles. Or, ils ne disposent que de 2 indices. L'empreinte d'une semelle de chaussure imprimée dans la chair d'une tomate écrasée et une paire de lunettes dont Brown nie être le propriétaire. Dans l'espoir de découvrir d'autres indices, les policiers obtiennent un mandat de perquisition pour fouiller son appartement et sa voiture. On a trouvé une paire de chaussures de sport en toile bleue. Elle se trouvait sur le plancher derrière le siège passager. On savait que ce type de chaussures était fabriqué en Tchécoslovaquie. On le savait parce que c'était justement le modèle qu'utilisait l'administration pénitentiaire de l'Ontario pour chausser les prisonniers. Elle présente également le même dessin que celui trouvé sur la tomate sous la fenêtre de Debbie. Il y avait une partie du dessin en particulier que je qualifierais de S ou de 7 stylisé, qui était très voyant sur la photo et qui a tout de suite piqué ma curiosité. Mais Jerry Webb est face à un problème. Il n'est pas sûr qu'un homme de 150 kilos crée la même empreinte sur une tomate que celle que l'on pourrait obtenir en la copiant sur une feuille ou sur un transparent.
Il a une autre idée. L'un de mes collègues faisait la même pointure que James. Je lui ai fait porter une tenue de démineur pour lui ajouter du poids et s'approcher au plus près du poids du suspect, à savoir James Brown. Pour obtenir une reconstitution parfaite de la nuit du meurtre, soit une nuit orageuse, Jerry arrose la tomate avec de l'eau. Il demande ensuite à son cobaye de marcher dessus avec les chaussures du suspect. Il découvre alors que l'empreinte laissée sur cette tomate correspond parfaitement à celle de la chaussure, ainsi qu'à celle sur la photo prise sur la scène de crime. J'ai pris les deux transparents et je les ai superposés à la photo de la tomate. Et grâce à ça, j'ai pu prouver que les dessins qu'on avait établis étaient les mêmes que ceux imprimés sur la tomate. Mais si la taille et l'empreinte laissée sur la tomate correspondent à celle de James Brown, rien ne certifie qu'il s'agit de sa propre paire de chaussures. La marque imprimée sur la tomate aurait pu être faite par la chaussure gauche de M. Brown, tout comme par n'importe quelle autre chaussure gauche de même modèle et de même pointure. Présentes en majeure partie par le système carcéral de l'Ontario, on peut également les trouver dans le commerce. Je savais bien qu'il nous faudrait davantage de preuves si on voulait envoyer le monstre qui avait fait ça derrière les barreaux. La police se penche donc vers les lunettes retrouvées sur la scène de crime. Le docteur Graham Strong, professeur d'optométrie à l'université de Waterloo, doit déterminer si les lunettes retrouvées sur le lieu du crime sont les mêmes que celles que James Brown porte sur les photos de la police prises quelques années plus tôt. Le problème, c'était que les portraits de la police n'étaient pas pris de face. Ça donnait un léger angle qui compliquait un peu la tâche. Le professeur Strong tente de contourner le problème en posant les lunettes sur une tête en polyester avant de la tourner selon le même angle que celui des photos fournies par la police. Ce n'était pas parfait, c'était assez proche, mais le résultat n'était pas assez convaincant pour faire des calculs fiables. C'est alors qu'il décide d'élargir la photo et remarque quelque chose de curieux. De petits points blancs. Ce sont en fait les reflets du flash dans les cornets de James Brown. On peut utiliser le reflet que l'on aperçoit dans les yeux du sujet pour faire une mesure somme toute assez classique pour les opticiens, à savoir la distance entre les deux yeux. Il suffit ensuite de mesurer la différence de taille entre les deux reflets, celui de l'œil gauche et celui du droit, et on obtient la distance interpupillaire. Grâce aux rapports médicaux, le Dr Strong apprend que la distance entre les deux pupilles de James Brown est de 72 mm. Cela lui permet d'avoir une échelle à partir de laquelle il peut mesurer la taille de la monture ainsi que celle des verres avant de la comparer aux lunettes retrouvées sur la scène de crime. On a réussi à obtenir 20 points de concordance, faits à partir des mesures et des observations entre les deux paires de lunettes. Ça a été l'euphorie au labo. En conclusion, on pouvait maintenant affirmer avec certitude que ces fameuses lunettes appartenaient bien au suspect. C'étaient exactement les mêmes que celles sur les clichés de la police. On était sûr que les lunettes ensanglantées étaient bien celles de James Brown. Mais si tel est le cas, comment se fait-il que les montures sur les photos de la police soient dorées, alors que celles couvertes de sang sont brunes? Les deux indices improbables dont disposaient les enquêteurs se sont révélés déterminants. L'empreinte de la semelle retrouvée dans l'appartement de la victime concorde avec celle des chaussures saisies chez James Brown. Et au terme de calculs complexes, le Dr Strong, un expert en optométrie, a pu établir que les lunettes que portait Brown sur ses photos d'identité judiciaire sont identiques à celles qui se trouvaient sur la scène de crime. Bien exploitées par des spécialistes, les photos peuvent se transformer en preuves indirectes de première importance. Et à ce propos, je me souviens d'une affaire extraordinaire il y a une quinzaine d'années en Californie. Katie Bellagio, une jeune fille sujette au vertige, est retrouvée morte au pied d'une falaise. Au moment du drame, elle était accompagnée d'un couple d'amis, Jerry et Mary Koppel.
La police s'intéresse immédiatement au couple qui est bénéficiaire de l'assurance vie de la victime. Mais aucun indice n'indique sa culpabilité. Selon les Coppel, Katie a chuté accidentellement. Un détective récupère néanmoins leur appareil photo et confie à un expert l'analyse des 9 clichés impressionnés sur le film. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, cette suite de photos raconte un meurtre. Sur les premières prises, par Mary Coppel, la jeune femme s'approche prudemment du précipice. Elle est seule. Puis Jerry Coppel la rejoint et la prend par la taille. Les photos suivantes montrent une route déserte, comme si la photographe tenait à s'assurer de l'absence de témoins. Une image représente ensuite Jerry Coppel et Katie debout, côte à côte, au bord du vide. Puis, à nouveau, des photos de route et de paysages. En tenant compte de la position du soleil et des distances relatives entre les personnages, l'expert est en mesure d'affirmer que Jerry Coppel a poussé Katie Bellagio du haut de la falaise. Dans notre affaire, grâce aux preuves matérielles qu'ils sont parvenus à collecter, les enquêteurs peuvent reconstituer le mode opératoire de l'assassin. Après une longue enquête de police et des heures d'expertise médico-légale, les enquêteurs savent désormais ce qu'il s'est passé dans l'appartement de Debbie la nuit de son assassinat. Il fait très chaud cette nuit-là, et toutes les preuves indiquent que lorsque Debbie rentre de sa soirée, elle ouvre la fenêtre de la cuisine pour rafraîchir l'atmosphère avant d'aller se coucher. Son appartement se trouve au rez-de-chaussée et la fenêtre de la cuisine n'est pas difficile à atteindre. Malgré l'absence de mobile apparent, la police sait maintenant que James Brown s'est introduit à l'intérieur par la fenêtre, faisant au passage tomber une tomate du rebord. Il marche dessus et laisse malencontreusement ses empreintes de chaussures, celles-là même qu'on lui a fournies en prison. Il s'introduit dans la chambre de Debbie et se jette sur elle. Puis il la viole et la poignarde à 2 reprises avant de la laisser pour morte. En repartant, il fait tomber ses lunettes dans l'entrée. Debbie, sans doute à moitié paralysée par sa blessure, rampe jusqu'au téléphone pour appeler les secours en écrasant les lunettes. Elle meurt avant d'avoir pu identifier son agresseur. Mais le sang versé sur les lunettes de James Brown va permettre l'identification. Debbie est morte le téléphone à la main en sachant qu'elle avait fait le maximum. Je me souviens très bien du jour où le docteur Strong est arrivé dans nos bureaux. C'était plusieurs mois après le début de l'enquête. Et il a réussi à faire d'une banale pièce à conviction une preuve irréfutable. On a tous littéralement sauté de joie dans le labo. Nous pouvions rendre justice à Debbie. J'ai été très surpris de voir à quel point ils se sont impliqués dans cette enquête et très impressionné par la façon dont ils ont reconstitué le puzzle. Ils ont réussi à tout remettre en place à partir de preuves infimes. Reste un dernier obstacle à franchir. Convaincre les jurés que ce sont bien les mêmes lunettes, alors qu'elles sont de couleur brune au procès et de couleur dorée sur les clichés de la police. Les inspecteurs ont décidé de restituer ces lunettes à James Brown alors qu'il était en prison. Avant de les lui rendre, les techniciens ont voulu nettoyer le sang dont elles étaient couvertes. On a d'abord pris des clichés de ces lunettes avant d'entièrement les nettoyer. Ce faisant, une partie de la peinture dorée qui recouvrait les branches des lunettes a été effacée. 10 heures et l'a déclaré coupable de meurtre avec préméditation. Au Canada, le meurtre avec préméditation entraîne automatiquement la prison à perpétuité avec une période de sûreté de 25 ans. Les preuves médico-légales de cette affaire en font l'une des plus étranges jamais résolues. C'est une affaire unique en son genre. Imaginez, j'ai 28 ans de maison, dont 20 dans la police scientifique. Et c'est la seule et unique fois où j'ai dû travailler à partir d'une empreinte retrouvée sur une tomate.
Je n'en reviens toujours pas de la façon dont le docteur Graham Strong a trouvé toutes les caractéristiques de ces lunettes, à partir d'un vulgaire cliché et de mauvaise qualité, qui plus est. Il a même calculé les probabilités qu'une autre paire identique puisse exister ailleurs dans le monde. Quand j'ai commencé à travailler dans la police scientifique, j'ai suivi un cours de médecine légale à Toronto. Et il y avait un panneau sur le mur qui disait « Nous parlons pour les morts ». Depuis ce jour-là, j'en ai fait mon credo. Pour moi, les scènes de crime sont un peu comme la voie de substitution des victimes. En 1992, James Brown est reconnu coupable du meurtre de Debbie Timlock et condamné à une peine de prison à vie, dont 25 ans incompressibles. Alors, après 18 ans d'incarcération, et dans le but d'obtenir une mise en liberté conditionnelle, Brown s'est décidé, il est passé aux aveux. Alors, lors d'un nouveau procès, il a relaté de quelle manière il s'était introduit dans l'appartement de Debbie, comment il s'était emparé d'un couteau de cuisine, puis comment il avait sauvagement attaqué la jeune femme. Question. Aviez-vous l'intention de tuer Debbie Timlock en entrant dans sa chambre? Réponse. Oui. L'avez-vous poignardé au dos et à la poitrine? Oui. L'avez-vous frappé à de nombreuses reprises? Oui. L'avez-vous agressé sexuellement? Oui, a répondu une nouvelle fois l'accusé. Alors, au terme de cette confession, qu'il espérait naïvement lui être favorable, James Brown fut maintenu en prison. Alors, son avocat a déposé une nouvelle demande de libération anticipée, mais elle ne sera examinée qu'en 2014. Les criminologues ont établi la liste des mobiles les plus courants qui poussent un individu à commettre un meurtre. En dehors des criminels atteints de maladies mentales, psychopathes, sociopathes, paranoïaques, délirants et autres pervers sexuels, les motivations sont souvent banales. Jalousie, vengeance, conflits familiaux ou professionnels, lutte de pouvoir, appât du gain. Nous verrons dans l'histoire que je vais vous raconter maintenant que certains criminels échappent à cette nomenclature, comme s'ils étaient des êtres à part, ayant perdu toute trace d'humanité, comme s'ils avaient définitivement quitté le monde des vivants. Tous les élèves ne réussissent pas dans les écoles classiques. À San Antonio, au Texas, la Robbins Academy est un établissement qui propose un cursus différent aux élèves qui ont besoin de soutien. La Robbins Academy accueille deux types d'élèves. Ceux qui ont des difficultés dans les lycées d'enseignement général et ceux qui ont échoué pour des raisons disciplinaires, comme l'absentéisme ou des problèmes de comportement. Diane Tilly, 58 ans, est l'une des fondatrices de l'école. Elle est très douée avec les élèves en difficulté, à tel point qu'on la surnomme « professeur miracle ». Diane Tilly croyait vraiment en ses élèves. Elle était persuadée que chacun d'entre eux avait du potentiel. C'est pour ça que les élèves l'appréciaient. Elle savait exactement comment les prendre et surtout, elle arrivait à les motiver, à leur donner envie de travailler et à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Elle leur redonnait confiance en eux. En 2004, la veille de Thanksgiving, Diane Tilly ne vient pas travailler. Ses collègues se rendent à son domicile pour s'assurer que tout va bien. Ils ont frappé, mais personne n'a ouvert et en regardant par la fenêtre, ils ont vu que la maison était sans dessus-dessous. Là, ils se sont inquiétés. La police arrive sur les lieux et constate immédiatement que la maison a été cambriolée. Ils ont tout saccagé. Il y en a dans tous les coins. Sa maison avait été mise à sac. Même le placard où elle rangeait le linge de maison avait été vidé. Je me suis demandé ce qu'il avait bien pu se passer. Qu'était-il arrivé à cette femme? Où était-elle? Pourquoi sa maison était-elle dans un tel état? Le matériel hi-fi vidéo a disparu, tout comme le 357 Magnum qu'elle avait acheté pour sa propre sécurité. Dès le début, on a découvert un indice qui ne présageait rien de bon. On avait tiré dans le canapé et la balle avait terminé sa course sur le sol de la pièce principale. On a tout de suite craint le pire. Mais la police scientifique ne trouve aucune empreinte dans la maison.
De plus, son véhicule a disparu et il n'y a aucune trace de sang. Diane était peut-être absente quand le cambriolage a eu lieu. Quelque part, je voulais croire que peut-être elle allait apparaître comme ça devant nous en disant « Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma maison ?» Mais à chaque fois, c'est un code erroné qui a été tapé. Personne ne se trompe 3 fois de code et demande tout de même un reçu à chaque fois. Ça ne collait pas. Les enquêteurs décident de tendre un piège aux malfrats. Ils demandent à la banque de laisser la carte de crédit de Diane active. Très peu de banques auraient accepté de coopérer. Dès qu'elles auraient appris que la carte de crédit était sans doute entre les mains d'un criminel, la plupart des banques n'auraient pas hésité à bloquer la carte. Je priais pour que les voleurs utilisent la carte pour qu'on puisse les localiser. Avec un peu de chance, on retrouverait aussi Diane Tilly. À San Antonio, la disparition de Diane Tilly fait la une de la presse. Au cours de sa carrière, elle est venue en aide à de nombreux élèves en difficulté avec qui elle a souvent gardé contact. En général, les élèves ne parlent pas de leurs problèmes personnels avec leurs professeurs, mais avec elle, c'était différent. Diane est divorcée et ses 2 enfants sont déjà grands. Elle vit seule, voilà pourquoi personne ne sait où elle a pu aller. La police interroge son petit ami, un juge de proximité qui habite à Dallas, à plus de 500 km de là. Il raconte à la police qu'il était à Dallas la nuit précédente, mais qu'il l'a eu au téléphone vers 18 h. Les relevés téléphoniques confirment ces affirmations. Il s'agissait d'une relation sérieuse. Cet homme n'était pas quelqu'un du genre colérique. Il ne l'aurait jamais touchée pour une raison ou une autre. Au contraire, il était extrêmement attentionné. Les enquêteurs vérifient auprès des compagnies aériennes si Diane n'aurait pas pris un vol pour Dallas, mais elle n'est montée dans aucun avion. Ils se penchent donc sur ses anciens élèves. L'un d'entre eux pourrait-il lui en vouloir? C'était une hypothèse que nous ne devions pas négliger. Ces élèves étaient des jeunes à problème. Comme je l'ai dit, certains d'entre eux avaient un lourd passif. Il y avait par exemple des anciens membres de gangs. La police dispose également d'une autre piste sûre, les reçus de cartes de crédit qui ont été laissés sur la table de la cuisine de Diane. Le code imprimé sur les reçus permet vite de retrouver le distributeur où les opérations ont été refusées. Le distributeur est dans une station-service à 1 km de chez Diane. Par chance, l'établissement est équipé de caméras de surveillance de bonne qualité. Sur cette vidéo, on voit clairement un individu se diriger vers le distributeur. Il a essayé d'utiliser la carte, puis il a quitté le magasin avec les 3 reçus à la main. L'homme qu'il recherche est afro-américain ou d'origine hispanique. Il est plutôt grand et de corpulence moyenne. 20 minutes plus tard, c'est au tour d'une jeune fille de tenter sa chance dans un autre distributeur. Sur les images, on ne pouvait pas clairement déterminer son origine. Elle était soit afro-américaine, soit d'origine hispanique. Elle était un peu forte et elle devait avoir entre 16 et 20 ans. Elle portait un t-shirt rayé. Cette fois-ci, la jeune fille tape le bon code. Elle parvient à retirer 400 $ sur le compte de l'enseignante. Soit elle avait un culot hallucinant, soit elle était un peu idiote. Mais après, je me suis vite rendu compte que c'était une chance inespérée. C'était carrément du flagrant délit. Avec cette vidéo, on les tenait. Diane Tilly, une enseignante de 58 ans, est portée disparue. Son appartement a été pillé. Un certain nombre d'objets de valeur ont été dérobés. Son pistolet de gros calibre a disparu, tout comme sa carte de crédit et sa voiture. Dans un premier temps, les enquêteurs imaginent que certains de ces élèves en difficulté pourraient être les auteurs de l'agression et de l'enlèvement. Et pour en avoir confirmation, et dans l'espoir que le ou les coupables se démasquent, ils demandent à la banque de ne pas invalider la carte de crédit de la disparue. Et cette initiative porte ses fruits et révèle une toute autre vérité. Les caméras de surveillance des distributeurs de billets enregistre l'image de 2 personnes
effectuant des retraits. Un homme adulte et une jeune fille. Le duo conduit ce qui semble être le même modèle de berline que celui de Diane Tilly. Quelques heures plus tard, la police retrouve la berline en feu au milieu d'un champ isolé. Lorsque je suis arrivée sur les lieux et que j'ai vu les pompiers éteindre l'incendie, j'ai prié pour qu'elle ne soit pas dans le coffre. Mais Diane n'est pas là. Un témoin a vu un pick-up blanc quitter les lieux. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de relever l'immatriculation. La description que le témoin nous a donnée correspondait au suspect sur la vidéo de la station-service. Pendant ce temps, les enquêteurs finissent par trouver au domicile de la victime une empreinte sur une bouteille de scotch. La police met tout en œuvre pour retrouver l'homme et la jeune fille qui se servent de la carte de crédit de Diane Tilly. La vie de l'enseignante en dépend. On retient tous notre souffle. Mais je vous promets qu'il y a beaucoup de monde ici qui prie pour elle. Je suis pas bien. Je veux vraiment qu'on la retrouve. Elle me manque. J'en ai peur de sortir. Nous n'avons pas trouvé de corps. Nous n'avons pas non plus trouvé de quantité significative de sang. Je suis très inquiet. Les principaux suspects dans la disparition de Diane Tilly sont un homme et une jeune fille. Ils ont été aperçus au volant d'un pick-up blanc. Tous les hommes à disposition sont mis sur le pied de guerre. Assez rapidement, la police arrête un couple qui correspond au signalement des suspects sur le parking d'un motel. Il s'agit de Pearl Cruz, âgée de 15 ans, et de son père, Ronnie Neal, 33 ans. Le père et la fille nient toute implication dans la disparition de l'enseignante. En revanche, c'est bien eux qui ont volé le véhicule. Il nous a dit qu'il était à une station de lavage de voitures et qu'il avait trouvé la voiture de Diane. Puis il a ajouté « Vous n'allez pas me croire, mais le moteur tournait et la porte était ouverte. Il y avait plein de trucs dedans. Je n'ai pas résisté. » Mais alors, pourquoi est-il en possession de la carte de crédit de Diane ? Il nous a expliqué que la carte était dans la boîte à gants de la voiture. Il y a trouvé la carte de crédit avec un petit morceau de papier où le code était écrit. Je savais qu'il mentait. C'était évident, ça se voyait à son langage corporel. Chaque mot qui sortait de sa bouche n'était qu'un mensonge. Lire les émotions sur le visage et interpréter la gestuelle corporelle sont des techniques qu'utilisent aujourd'hui des psychologues spécialisés dans les affaires criminelles. Le plus célèbre d'entre eux, l'Américain Paul Ekman, enseignant à l'Université de médecine de San Francisco, a développé un outil d'analyse rigoureux des expressions faciales à l'usage des psychologues. Il a mené aussi des recherches sur les signes qui trahissent le mensonge chez l'enfant et l'adulte. Selon Ekman, plus la personne parle, plus il est facile de dire si elle ment, non pas à cause des mots qu'elle utilise, mais parce qu'une bonne partie de son cerveau étant occupée à faire des phrases, elle laisse échapper, je dirais, des lapsus gestuels. Ainsi, si le psychologue affirme à un suspect qu'il croit qu'il ment, l'autre peut nier tout en faisant légèrement oui de la tête. Toujours d'après Ekman, 4 à 5% seulement de la population sont capables de mentir sans se trahir par le moindre signe physique incontrôlé. Appelés les maîtres de la tromperie, ils peuvent, le cas échéant, être utilisés par la police pour piéger des suspects durant les interrogatoires. Dans notre histoire, Ronnie Neal ne semble pas appartenir à la catégorie des délinquants capables de dissimuler la vérité. Neal prétend qu'il a entendu parler de la disparition de l'enseignante dans les médias. De peur d'être impliqué, il décide de se débarrasser de la voiture. Son histoire ne tenait absolument pas debout. Il essayait tant bien que mal de se raccrocher aux branches.
En fouillant dans son passé, la police découvre que Ronnie Neal a été condamné à plusieurs reprises pour cambriolage. Il vient d'être libéré de prison après une condamnation pour port d'armes prohibé. La police parvient également à faire le lien entre la victime et lui. Ronnie Neal a rencontré Diane dans le cadre de son travail. Il avait une entreprise de jardinage. Apparemment, Diane l'avait engagé pour s'occuper de son jardin. L'empreinte digitale de Ronnie Neal correspond à celle retrouvée sur la bouteille de scotch chez la victime. D'après les relevés du téléphone portable de Neal, celui-ci a appelé son ex-femme la nuit de l'enlèvement. Il a appelé Elisa Stanley, la mère de Pearl, de son portable. On a repéré le signal de son téléphone grâce à l'antenne relais. La zone est située à une vingtaine de kilomètres du domicile de Diane. Elle s'étend sur des centaines, voire des milliers d'hectares. Malgré tout, les enquêteurs commencent à comprendre ce qu'il s'est passé. D'après moi, il se tenait au-dessus du corps de Diane Tilley lorsqu'il a passé cet appel. Elisa Stanley confirme que son ex-mari l'a appelée, mais elle affirme qu'elle ne sait rien de l'enlèvement de Diane. Selon ses dires, Neal lui a annoncé qu'il venait de récupérer de l'argent et lui a proposé de l'emmener faire les boutiques. Malgré les preuves, Ronnie Neal refuse de coopérer. La police se concentre donc sur sa fille, Pearl. Dans un premier temps, elle aussi refuse de coopérer. J'étais folle de rage contre Pearl. Je lui en voulais terriblement de ce qu'elle avait fait à Diane Tilley. Je lui ai dit qu'il ne se passerait pas un seul jour sans qu'elle ne repense à ce qui s'était passé. Au bout de 10 jours de détention, Pearl finit par craquer et elle leur indique l'endroit où ils ont caché le corps. Sous des branchages, la victime se trouve dans la zone où Ronnie Neal a passé l'appel depuis son téléphone portable. Il l'a abandonnée dans un champ isolé à une vingtaine de kilomètres de chez elle. Le corps est en état de décomposition avancée, mais on discerne encore parfaitement plusieurs impacts de balles. Ses mains sont attachées avec un lacet en polyester de couleur bleu foncé, un lacet qui ressemble à s'y méprendre à ceux des baskets de Diane. D'ailleurs, les deux lacets présentent les mêmes petites taches. Il s'agit d'agents de matité que l'on ajoute aux fibres synthétiques afin de réduire la brillance. Et ce n'est pas tout. Les petits morceaux de plastique fixés aux extrémités des lacets sont appelés des ferrets. Les ferrets étaient de la même taille et de la même couleur sur les deux lacets. Le dossier dentaire confirme qu'il s'agit bien du corps de Diane Tilley. Toute la ville a été submergée par une intense émotion. Ça nous a mis tous un gros coup au moral. Il y avait tellement de tristesse chez les gens. Ça a été une histoire particulièrement sinistre du début à la fin. Dans la chambre de motel de Neal, les enquêteurs retrouvent le 357 Magnum de Diane, ainsi que ses bagages et son matériel hi-fi vidéo. Les balles que le légiste a extraites de son corps sont très abîmées, sauf l'amorce qui est restée pratiquement intacte. Je n'avais pas la balle. En résumé, on examine leur profondeur, leur largeur et l'espace entre chaque sillon. Les preuves médico-légales récoltées sur la scène de crime accablent Ronnie Neal et Pearl Cruz, sa fille de 15 ans. Ils ont volé la voiture de Diane Tilley et l'ont brûlée dans le but d'effacer les indices. Puisqu'ils sont parvenus à utiliser sa carte de crédit, c'est qu'ils connaissaient le numéro de son code confidentiel. Une empreinte digitale appartenant à Neal a été prélevée sur une bouteille se trouvant dans l'appartement de la victime. Le lacet de l'une de ses chaussures a été utilisé pour lui lier les mains. Enfin, son pistolet de calibre 357 a également servi à l'exécuter. L'étude balistique le prouve. Et ce n'est pas tout. Le cadavre de l'enseignante va révéler d'autres indices. Malgré l'état de décomposition avancé du corps, les scientifiques parviennent tout de même à prélever une empreinte génétique différente de celle de la victime. Une empreinte qui correspond en tout point au profil ADN de Ronnie Neal. C'est la preuve irréfutable que Diane a été violée. Acculée par les preuves, Pearl finit par leur faire des aveux complets. Et les enquêteurs vont être stupéfaits par ces déclarations.
Après avoir trouvé le corps de Diane Tilly, la police arrête Ronnie Neal, 33 ans, et sa fille de 15 ans, Pearl Cruz. Ils sont accusés d'enlèvement et de meurtre. Le suspect a effectué des travaux de jardinage pour la victime. Cette dernière lui avait même fait cadeau d'un portique dont elle n'avait plus besoin. Diane a tenté d'engager la conversation avec Pearl lorsqu'elle est venue récupérer le portique. Elle lui a dit quelque chose du genre « J'aime beaucoup ton vernis à ongles, il est très joli ». Elle lui a aussi demandé où elle allait à l'école. Pearl Cruz avoue qu'elle et son père ont décidé de voler Diane depuis le début. C'est assez malsain comme histoire, très dérangeant. J'ai mis pas mal de temps à m'en remettre. La nuit du meurtre, Pearl frappe à la porte de Diane. Elle prétend que sa voiture vient de tomber en panne et demande si elle peut utiliser le téléphone. Une fois à l'intérieur, elle braque l'enseignante avec un revolver et sa carte de crédit. Ensuite, il se sert un verre de scotch, laissant ainsi une empreinte partielle sur la bouteille. Il demande à la victime de lui donner le code de la carte. Pearl reste avec Diane pendant que son père va au distributeur. Avant de mourir, elle va même leur accorder son pardon. Pearl a expliqué que les derniers mots que Diane a prononcés étaient « Bénissez cet enfant ». Si l'on en croit les relevés téléphoniques, Neal se tient au-dessus du corps de la victime lorsqu'il appelle la mère de Pearl. Il lui annonce qu'il vient de récupérer de l'argent et lui propose d'aller faire du shopping. Puis il abandonne la voiture de Diane et y met le feu. Il pense ainsi avoir effacé toutes ses traces. En réalité, il a laissé beaucoup d'indices derrière lui. Nous, le jury, déclarons l'accusé coupable. En avril 2006, Ronnie Neal est jugé et reconnu coupable de meurtre. Il est condamné à mort et sera exécuté par injection létale. En échange de son témoignage, Pearl échappe à la peine capitale. Elle est condamnée à 30 ans de prison. Parfois, on se dit que la prison est le seul moyen de remettre un adolescent dans le droit chemin. Eh bien, je peux vous dire que dans le cas de Pearl, je suis sceptique. C'est une jeune fille très perturbée et qui, par-dessus le marché, a été maltraitée. On ne naît pas psychopathe, on le devient. Son père a fait de Pearl ce qu'elle est. Pour les proches de la défunte, l'ironie du sort est plutôt amère. C'est précisément à des enfants comme Pearl que Diane a consacré sa vie. Diane lui aurait fait beaucoup de bien. Je suis sûr qu'elle aurait pu l'aider. Si le témoignage de Pearl Cruz a aidé les enquêteurs à étoffer le dossier, il n'a pas été déterminant. Nous n'avions besoin d'aucun témoin oculaire pour faire condamner Ronnie Neal. Il nous suffisait d'appeler à la barre les scientifiques et nous aurions réussi. Les criminels ne connaissent pas la science comme nous la connaissons. Ils ne réfléchissent pas et c'est un gros avantage pour nous. Un crime, c'est comme quand vous jetez un type dans un étang et qu'il y a de petites vaguelettes qui se forment à l'infini. Fait dire à l'un de ses héros, Michael Connelly, l'un des maîtres du roman noir. Effectivement, dans cette affaire sordide, les indices prouvant la culpabilité de Ronnie Neal et de Pearl Cruz sont remontés un à la surface de la scène de crime. Les enquêteurs n'ont eu qu'à les recueillir soigneusement et à les interpréter. Dans le but d'alléger sa peine, Pearl Cruz s'est confessée aux policiers et ses révélations ont mis à jour la monstruosité de son père. Elle a avoué que ce dernier l'avait violée régulièrement durant son adolescence, puis qu'il l'avait obligée à se prostituer en l'échange d'argent ou de médicaments. Après avoir transporté Diane Tilly dans le coffre de sa propre voiture, Neal l'avait violée devant sa fille avant de lui tirer 4 balles dans le corps. Face à un témoignage de sauvagerie et de sadisme aussi accablant,
Les membres du jury n'ont pas tardé à s'accorder pour rendre un verdict. Mais, sachant que depuis 2002, la Cour suprême des États-Unis interdit les exécutions capitales de personnes reconnues déficientes mentales, Neal a plaidé l'irresponsabilité. Alors les tests ont révélé qu'en effet, Ronnie Neal possédait un quotient intellectuel de 70 sur une échelle qui va de 0 à 200, ce qui a prouvé que son intelligence était nettement inférieure à la moyenne, mais pas de façon assez significative aux yeux du juge pour lui permettre d'échapper à la peine capitale. Pearl Cruz a, pour sa part, été condamné à purger une peine de 30 ans de réclusion. Ainsi prend fin cette affaire qui, de bout en bout, aura suscité notre indignation. Merci de nous rester fidèles. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement sur cette antenne pour de nouveaux épisodes des Enquêtes Impossibles.